Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de l'année 2019. J'ai pris quelques pauses pendant les fêtes histoire de bien profiter et d'installer mon nouveau PC, ce qui devrait augmenter la productivité des nouvelles vidéos. Voilà, c'était l'instant information. Je vous laisse maintenant avec un petit conte de Noël fait grâce à un concours de calendrier de l'Avent de Ambassadeur FR sur Wattpad. Je mettrai les liens en description. Je devais faire un texte de 2000 caractères et le texte fait à peu près 1650 mots, à peu près. Donc je pense que c'est bon. J'espère que cette histoire vous plaira. 24 décembre. Un réveil sonna dans la maison de la demeure 46. Une jeune fille émergea de son sommeil artificiel. Elle sortit de la cuve d'hibernation et se dirigea vers la douche afin de se débarrasser du liquide de refroidissement contenu dans la cuve. Une fois terminée, elle s'habilla en enfilant une longue robe et quelques bijoux de princesse. Bon, il est temps d'aller réveiller papa et maman. Elle sortit de sa chambre. La maison ressemblait à une maison américaine typique. Grande cuisine, petit bar pour recevoir, salon tout aussi grand, grande télé 4K. Une famille plutôt aisée vivait visiblement là. La chambre de Lucie était à l'étage, et celle de ses parents se trouvait juste en face. Elle y pénétra sans frapper, et avança devant deux cuves similaires à la sienne. Elle appuya sur deux gros boutons rouges, et sortit de la pièce, pendant que ses parents se réveillaient à leur tour. Elle descendit et partit dans la cuisine, afin de leur préparer un bon petit déjeuner. Elle avait seulement 8 ans, mais connaissait par cœur la recette des crêpes. Quand sa mère et son père descendirent à leur tour, Lucie avait déjà fait une vingtaine de crêpes. C'est bien, ma chérie. Tu deviens un vrai cordon bleu. Acclama Mylène, fière de sa petite fille qui grandissait vite. C'est toi qui as fait tout ça? Demanda Christophe, en désignant du doigt le joli sapin, la table dressée pour 4 et les multiples décorations de Noël qui ornaient toute la pièce de la maison. Oui, j'ai tout fait toute seule. Je suis forte, hein? S'exclama la jeune fille fière d'elle. Non, je rigole. C'est honteux. Dit-elle sans préciser de qui elle parlait. Ses parents semblèrent comprendre. Puis ils se mirent à table. Mais Lucie se dirigea vers le garage, situé à côté du salon. Christophe l'interrompit et se mit à son niveau. Laisse dormir ton grand frère, veux-tu? Il est épuisé avec sa maladie. Lucie parut l'espace d'un instant triste, mais elle trouva une idée. Alors, on pourrait manger dans sa chambre, si on fait super attention. Mais le regard sérieux de son père lui fit comprendre que ce n'était guère possible non plus. Elle partit se rasseoir un peu triste. Il va guérir un jour? J'en suis certaine. Répondit sa mère pour la rassurer en lui faisant un câlin. Elle se sentit tout de suite en meilleure forme et servit tout le monde en crêpes. Chacun mangea à sa faim. Ils passèrent la journée à jouer à divers jeux de société, jeux vidéo et même des jeux dehors qui consistaient surtout à épuiser son père. Après manger, la petite fille prépara le goûter du Père Noël. 2 cookies et un verre de lait étaient disposés sur la table du salon, près du sapin. Le soir même, Lucie embrassa ses parents avant qu'ils retournent dans leur cuve. À demain pour les cadeaux. À demain, Pépus. Dors bien et ne sois pas trop curieuse. Après un bonne nuit générale, Lucie retourna dans sa chambre et monta dans son lit. Ce lit était parfaitement propre et bien fait, comme s'il n'avait jamais été utilisé. D'ailleurs, le lit n'était pas le seul dans ce cas-là. Toute la maison était ainsi, comme si quelqu'un faisait le ménage toutes les nuits, ou presque. 25 décembre. Au petit matin, les cloches de Noël tintèrent dans tout le quartier, et Lucie se réveilla en bond. Elle courra en pyjama dans toute la maison, jusqu'au sapin, en passant par la chambre de ses parents pour appuyer de nouveau sur les boutons d'extraction des cuves parentales. Une fois descendue, elle découvrit 5 gros cadeaux, un verre de lait vide et des cookies émiettés. Elle cria de joie devant ces cadeaux. Ses parents arrivèrent comme d'habitude un peu en retard. De nouvelles crêpes avaient été préparées et prêtes à être dévorées sur la table. Lucie était toute excitée. Je peux ouvrir le plus gros cadeau?
dit-elle comme si elle savait ce qu'il y avait dedans. Ses parents craquèrent et hochèrent la tête. Elle s'empressa de le déballer et tomba sur une toute petite enveloppe, qu'elle ouvrit tout aussi rapidement. Elle lut. Ticket pour visiter la chambre d'Ethan? Elle sauta au cou de ses parents. Merci! La petite sauta partout, tandis que les parents pleurèrent de joie. Ils finirent par rentrer tous ensemble, avec au moins un cadeau chacun dans la dite chambre. Le garage, en réalité, n'en était pas du tout un. Il s'agissait d'une véritable chambre d'hôpital. Tous les équipements étaient présents, afin de garder en vie le jeune homme de 17 ans, assis sur son lit, un livre dans les mains. Il semblait serein. Ethan! Lucie courut pour sauter dans les bras de son frère, bientôt rejoint par Mylène et Christophe, heureux également de revoir leur fils. Les retrouvailles se firent à merveille. Chacun ouvrit son cadeau. Lucie reçut une machine à crêpes, Mylène reçut une machine à écrire. Quant à Christophe, il reçut la collection complète d'une très vieille série appelée Doctor Who. Ethan reçut une console rétro nommée simplement la Switch. Ils passèrent la journée du 25 tous ensemble, dans un bonheur parfait, et une ambiance bon enfant. Ils restèrent notamment dans la chambre d'Ethan, car ce dernier ne pouvait sortir dehors. Lucie demanda donc à son grand frère de lui apprendre à jouer à Pokémon Let's Go Evoli. Je jure que ce texte n'est pas sponsorisé du tout. Ethan fit ensuite une partie d'échecs endiablée avec son père, qu'il vaincut avec une fin de la tour et du roi. Mais il ne réussit pas à détrôner sa mère, qui lui enseigna une nouvelle botte secrète. Ensuite, Mylène les fit voyager dans un monde fantastique, peuplé de dryades, de fées, de dragons et d'autres créatures fabuleuses. La famille rit aux éclats, suite à des lancers de dés foireux, ou en d'autres termes, des échecs critiques. Oui, le jeu de rôle est encore d'actualité en 2149, mais vers la fin de la journée, alors que la famille partageait un excellent repas, une sonnerie retentit. Simulation terminée. Simulation terminée. Simulation terminée. Simulation terminée. Simulation terminée. Au même moment, le corps d'Ethan se décomposait en petites particules numériques, tandis que Christophe porta Lucie dans ses bras et courut avec sa femme. Ils gravirent deux à deux les escaliers et plongèrent leur fille dans la cuve de sa chambre, avant de retourner à leur tour dans leur propre cuve. Simulation terminée. 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 26 décembre. Lucie se fit réveiller de force avec une dame en blouse blanche. Elle la retira de sa cuve et la couvrit d'une serviette propre. Elle était dans une petite pièce blanche, où se trouvait du matériel médical et des ordinateurs partout. Il y avait seulement deux portes. Lucie se souvint que l'une d'elles menait vers la sortie, mais la dame la dirigea vers la seconde, qui menait simplement à une sorte de grande salle de bain. Douche-toi et habille-toi. On t'a lavé tes habits gratuitement. Quand tu auras fini, tu pourras retrouver tes parents dans la salle d'attente. La jeune fille sanglota un peu. Pourquoi ne pouvait-elle jamais revoir Ethan plus qu'une fois par année? Il lui manquait, d'autant qu'elle ne pouvait jamais lui dire au revoir. Elle prit donc son temps pour se laver et s'habiller. Elle traversa la salle contenant la cuve qu'elle semblait autant détester que chérir. Cette machine qui lui avait permis de retrouver son grand frère, mais le lui avait retiré avec une telle violence. Elle passa la porte qui menait à la salle d'attente en pleurant. C'était une simple salle de cabinet de médecin. Des vieux livres poussiéreux étaient entassés dans une caisse, et des chaises étaient disposées contre les murs et entre les différentes portes. La salle formait une sorte d'octogone. Ses parents l'attendaient déjà et l'étreignirent dans leurs bras, alors qu'elle pleurait à chaudes larmes. Maman, papa, pourquoi on peut jamais le voir plus longtemps? Pleura-t-elle en octant à moitié. Parce que c'est ainsi que fonctionne le SSS. Système de sauvegarde des souvenirs. La petite fille se tut alors. La petite famille commença à s'en aller du centre des souvenirs. Ils n'avaient plus l'air très riches avec leurs vêtements un peu délavés et quelque peu déchirés, mais propres. Ils passèrent par l'accueil, où passait un monde de fous.
la petite fille tournait sa tête vers l'énorme panneau qui indiquait le nom de l'entreprise. Memory Backup System était écrit en grosses lettres dorées. Cette société avait vu le jour il y a 10 ans. Elle est spécialisée dans la sauvegarde de la mémoire des défunts. En principe, lorsqu'un individu meurt, le centre le récupère juste avant de l'envoyer à la morgue et prélève tous ses souvenirs grâce à une technologie dont eux seuls ont le secret. D'ordinaire, pour consulter les souvenirs d'un défunt, il faut payer une somme astronomique pour un individu de classe moyenne ou inférieure. Mais lors de certains événements ou fêtes religieuses, le centre offre gratuitement la possibilité aux familles de revoir leurs défunts. Une fois par année tout au plus. Naturellement, cela a posé beaucoup de soucis éthiques. Mais comme dans n'importe quel système égoïste, l'éthique n'est pas toujours respectée et est souvent mise à profit par l'avarice. C'est après leur 3e Noël chez SSS que la famille 46 retrouve un petit appartement miteux, dans les bas-fonds d'un Paris toujours en expansion et qui arrive désormais aux frontières de la Bretagne, des Alpes et des Pyrénées. À une époque où la France a été jugée par l'ONU pour fraude fiscale, vente de matériel militaire à des groupuscules anti-monde libre, et tout un tas de faits tous plus horribles qu'aberrants, une époque où les pauvres en Europe représentent 90% de la population globale, alors que les riches se font de plus en plus discrets, et que même les gouvernements se cachent de la fureur des petites gens. Une époque où la misère est passée, présent et futur. Une époque où un simple désaccord entre nations pourrait en réduire une autre en miettes. Une époque où Noël doit se fêter, toujours dans la joie, afin de conserver cette détermination et l'espoir qui a toujours animé l'humanité.